pourquoi j'ai décidé de vivre en Thaïlande. Bonjour à tous. Alors oui, c'est une question qui revient très souvent dans les messages privés que je reçois. Pourquoi je suis venu vivre en Thaïlande? Pourquoi j'ai choisi cette destination? Comment j'ai fait? Enfin voilà, donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Là, nous sommes le 15, c'est le jour de Songkran, nouvel an thaïlandais, il va faire calme. Là, je suis dans les rues de Chiang Khan. J'étais déjà venu faire une petite balade ici. J'y reviens, c'est un endroit qui est agréable, paisible, bel endroit pour tourner des vidéos. Donc voilà, donc ça va être un petit peu comme d'habitude en impro. Donc ça risque de partir tout azimut comme d'hab. Donc on va reprendre un petit peu depuis le début pourquoi j'ai choisi la Thaïlande, pourquoi j'ai choisi de m'expatrier à la base. Parce que la Thaïlande n'est pas ma première destination. J'ai débuté mon expatriation en 1993. Et comme je suis parfait bilingue belge-français, je peux dire que j'ai débuté en 1993. On va faire un petit tour jusque sur le Mekong. Puis on reviendra prendre les rues, mais elles sont désertes, hein. Là, les gens ont commencé à reprendre la route pour rentrer vers Bangkok ou vers leur province. Il y a quand même pas mal de monde qui sont venus. Mais bon, il n'y a pas eu de festivité avec la nouvelle épidémie, enfin la nouvelle vague de contamination. Ça a été calme pour un Songkran. Heureusement qu'il y avait le calendrier pour s'en rappeler. Parce qu'avec l'absence de festivité, on ne savait même pas qu'il y avait le nouvel an thaïlandais. Donc comme je disais, j'ai débuté mon expatriation, mais c'est bien, en plus il y a de l'ombre ici. Quand on est expatrié depuis longtemps, dans les pays tropicaux, croyez-moi qu'on fait comme les habitants, on cherche l'ombre plutôt que de s'exposer au soleil. Donc 93, les motivations, parce que c'est une chose qui revient souvent, c'est quand même un sujet important. La motivation, les motivations pour s'expatrier. Alors je dirais déjà à la base, l'expatriation ne doit pas être une fuite. Si vous avez des problèmes, résolvez vos problèmes avant de partir. Je veux dire, un gars qui est alcoolique dans son pays, c'est pas parce qu'il va partir dans un autre pays que du jour au lendemain, il va arrêter avec ses addictions. Donc voilà, il faut avoir un esprit sain, dans un corps sain, ou alors avoir une bonne assurance, et être dans un pays qui pourra vous prodiguer ses bons soins. Donc voilà, à la base, la Thaïlande ne doit pas être... l'expatriation ne doit pas être une fuite. Ça doit être un moyen d'évoluer. Donc c'était ça aussi le but principal. Alors je vous résume, hein, parce que si je vais vous raconter toute l'histoire, il y en aurait pour des journées de vidéos. Il faudrait que j'écrive des bouquins là-dessus. Alors... j'ai toujours rêvé de partir, comme tout gamin, j'ai rêvé d'expatriation. Vous savez, ceux qui ont vu les Robinson des mers du Sud, les fameux clichés de la famille qui échoue sur une île paradisiaque avec la super cabane dans un arbre, avec les animaux, les éléphants domestiqués qui tirent pour l'ascenseur. Enfin voilà, des choses complètement rocambolesques, mais qui font rêver quand on est jeune. Puis il y a Daktari aussi, ceux qui ont eu Daktari, qui n'a pas rêvé d'aller en Afrique, en se disant oh, ça doit être magnifique, je veux être vétérinaire en Afrique. Puis aussi ce qui me faisait rêver, c'était les romans de Jules Verne, Tour du monde en 80 jours. Enfin voilà, donc il y avait déjà cette petite graine en moi, de dire tiens, ça a l'air quand même vachement sympa ailleurs. Et puis un des facteurs déterminants, c'était mon désintérêt total pour l'école. Je veux dire que l'école pour moi c'était plus une contrainte, j'ai fui l'école comme je pouvais. Et résultat des courses, à 20 ans, je me suis retrouvé sans diplôme, sans qualification, enfin l'équivalent des brevets des collèges. Et puis j'ai pas eu d'autre solution, c'est quand vous n'êtes pas qualifié, prenez des petits boulots. Là j'ai travaillé pendant près de 10 ans comme loufia, garçon de café. Voilà, peu de perspectives, peu d'avenir, puis c'est vrai que travailler comme garçon de café, finalement c'est des horaires qui sont débiles,
C'est pas évident pour une vie de famille ou autre. Donc voilà, mes perspectives étaient peu glorieuses. Et je me suis dit, mais c'est vrai que aussi un des grands concepts qu'on retrouve, c'est de se dire, vous êtes dans des pays en Europe où ce qui prime, c'est les diplômes, ce sont les diplômes. Il y a d'autres pays où on vous engagera en fonction de vos capacités, de vos compétences. Le diplôme importe peu. On voit par exemple aux États-Unis, vous pouvez commencer comme simple soldat et gravir les échelons, sous-officier, officier, en fonction de vos compétences. En Europe, c'est hors de question, ou du moins dans beaucoup de pays européens, même si vous avez les compétences, vous resterez caporal-chef au maximum, vous n'arriverez jamais comme sous-officier. On va retourner vers la rue, j'espère qu'il y aura un peu plus d'ombre, on rejoindra le Mekong plus loin. Donc voilà, je me suis dit, je voudrais bien aller voir ailleurs. Et je vous confirme déjà, ça n'a pas la peine de parler sur une vidéo pendant 10 heures. Je vous confirme, l'herbe est plus verte ailleurs, à condition que vous vous en donniez les moyens. Moi personnellement, je suis un privilégié. Privilégié pourquoi? Parce que je suis parti donc en 1993, c'était quelques mois après la mort du roi Baudouin. Je suis parti à l'aventure. Donc comme je vous ai dit, pas de diplôme, pas de qualification. J'ai pris un billet aller simple pour la Caraïbe et j'avais dans ma poche l'équivalent, parce qu'on était toujours en francs belges à l'époque, mais j'avais l'équivalent de 500 € en poche. À l'époque évidemment pas d'internet, pas d'ordinateur non plus, pas de réseaux sociaux, rien, donc c'était vraiment un départ à l'aventure. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais si je dois vous résumer ça, c'est premièrement le facteur chance. Il y a une part de chance dans la réussite d'une expatriation, ça c'est indéniable. Maintenant, ce qui va être prioritaire dans une expatriation, avec tous les outils dont vous disposez, vous les jeunes et les moins jeunes, c'est de prendre les informations en amont et ne pas partir la fleur au fusil. Et là, ça va peut-être faire le sujet d'une autre vidéo, c'est où trouver les bonnes informations. Et là, je sens que je vais encore taper du sucre sur les réseaux sociaux. Enfin bon. Je me réserve pour la prochaine vidéo. Donc voilà, prendre les informations en amont. Moi, je suis vraiment parti à l'aventure, donc là, j'ai eu la chance. La chance dans les personnes que j'ai rencontrées, surtout une personne d'exception que j'ai rencontrée, qui est devenue ma compagne, d'ailleurs, pendant 13 ans, et qui a été ce que j'appelle une personne ressource, une personne relais, une personne ressource qui m'a bien aidé, qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'évoluer. Un des facteurs déterminants par rapport à cette expatriation, c'est l'adaptabilité. C'est aussi un critère. Vous allez débarquer dans des nouvelles régions avec d'autres cultures, d'autres mentalités. Donc, si vous restez coincé, guindé avec vos certitudes issues de votre culture à vous, là, ça risque de poser problème. Je ne dis pas non plus qu'il faut cracher sur ses origines, sur les côtés positifs de ce que vous êtes, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez hérité. Mais il faut être capable de s'adapter aussi. Donc l'adaptabilité, facteur chance, adaptabilité. Alors c'est vrai qu'à une époque, je suis un privilégié. Comme je vous dis, moi je suis parti à l'aventure en 93. Je ne pourrais plus le faire maintenant, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question que beaucoup de choses ont changé. Les pays qui étaient facilement accessibles avant le sont de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rêvent de s'expatrier. Et je les comprends. Je vous le dis tout de suite, quand on va sur les réseaux sociaux, des gars qui disent « Oula, si tu veux t'expatrier en Thaïlande, laisse tomber, t'as qu'à faire comme nous, tu bosses. Et quand tu auras ta retraite, tu viendras t'installer en Thaïlande. » Ça, c'est le genre de connerie qui me fait bondir sur ma chaise. Alors, tous ces mecs qui disent « t'as qu'à faire comme nous », vous avez grandi à l'époque des 30 glorieuses. Vous sortiez d'une usine, vous alliez en face, vous aviez tout de suite du boulot. C'est plus du tout le cas maintenant.
vous bénéficiez de retraite. Certains l'ont pris à 50, 55 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, tout ce genre de privilèges, ils n'y auront pas droit. De plus, vous touchez des retraites qui ne sont pas encore trop bouffées. Eux, ils ne sont même pas certains qu'ils toucheront tout ce qu'ils sont en train de cotiser. Donc moi, je dis aux jeunes, un petit peu moins jeunes, si vous avez un projet d'expatriation, vous avez tout à fait raison. Comme je le disais à la base, l'herbe est plus verte ailleurs, de 1. Et puis il y a sans doute beaucoup plus d'opportunités liées aux compétences plutôt qu'au diplôme. Maintenant, il ne faut pas partir comme je l'ai fait à l'aventure, c'est plus possible. Peut-être dans certains pays, c'est encore faisable, mais alors ces pays-là ne sont peut-être pas spécialement les plus recommandés au niveau sécurité, que ce soit sécurité générale, au niveau agression, vol, que ce soit sécurité au niveau des soins. Vous avez un pauvre, un problème, vous aurez peut-être beaucoup de chance de trouver un dispensaire, vous ne savez pas comment vous serez soigné ou recousu. Donc voilà, il ne faut pas partir oui, mais il faut partir dans de bonnes conditions. Quelles sont les conditions de nos jours? C'est des qualifications. Vous avez un merveilleux outil qui est Internet. Il faut la maîtrise de la langue, l'anglais est un minimum. Et à ce moment-là, allez sur Internet, faites déjà des recherches d'emploi. Maintenant, être en France, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Canada, ailleurs, et commencer à prospecter, envoyer des CV, des lettres de motivation, j'y crois pas trop. Ce genre de site est utile pour voir si effectivement vous avez une opportunité de trouver du travail dans les secteurs d'activité que vous maîtrisez. Mais il y a peu de chances que vous réussissiez si vous n'êtes pas sur place. Il y a des gens qui me disent « j'ai envoyé 100, 200 CV, j'ai jamais eu aucune nouvelle ». Oui, maintenant vous allez en Thaïlande, je connais des tas de personnes qui n'avaient pas de boulot en envoyant des CV. Puis bon, ils ont commencé à s'installer à Bangkok, à se créer des réseaux relationnels avec par exemple Meetup. Vous savez, Meetup, c'est des groupes qui organisent classés par catégorie, par passion, par plaisir, et puis ils se font des rencontres. Et là, ils vont dans des groupes Meetup et puis ils rencontrent des gens qui sont déjà expatriés ou des femmes d'expatriés. Enfin voilà, et c'est par le bouche à oreille. Ah, mais tu es dans ce domaine? Ah ben justement, je sais que l'Alliance française recherche quelqu'un, que telle société a besoin d'un graphiste ou que sais-je encore. Donc vas-y de ma part, ou tu les appelles de ma part. Et voilà comment beaucoup décrochent un boulot en Thaïlande. Maintenant, décrocher un travail en Thaïlande, c'est pas une mince affaire. Croyez-moi qu'il y a des Thaïlandais qui ont des capacités, des Thaïlandais qui ont des compétences. Et un Thaïlandais coûtera beaucoup moins cher qu'un étranger. Je vous donne un exemple, par exemple dans le graphisme, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode. Et je vais en parler très bientôt dans une autre vidéo. Je vais parler du Smart Visa et savoir si effectivement le Smart Visa va être accessible pour les digital nomades. Donc vous avez des compétences, mais il y a aussi des graphistes thaïlandais. Un graphiste thaïlandais, un chef d'entreprise doit payer 15 000 bahts. Vous, il va être obligé de vous payer 50 000 bahts minimum. Donc tout ça pour dire qu'au niveau de qualification, vous devez vraiment avoir des qualifications qui sortent du lot ou qui sont difficilement trouvables sur place. Autre critère important de l'expatriation, ce sont les moyens financiers. Partir à l'aventure avec 500 € dans la poche comme je l'ai fait, ne rêvez pas, c'est plus possible. Donc il faut avoir un minimum de finances, que ce soit pour les visas, que ce soit pour l'assurance, que ce soit le temps de tenir. Vous dites voilà, je me donne par exemple 6 mois, 1 an pour trouver du travail. Il faut avoir de quoi tenir pendant 6 mois, 1 an. Et non pas vivre comme un miséreux, il faut aussi pouvoir sortir. Quand je parle de sortie, je ne parle pas d'aller vous bourrer la gueule dans les bars et aller dans les quartiers chauds pour vous taper des putes. Des filles tarifées. Excusez mon langage. 1 ou 2 fois par semaine.
voire plus si vous avez les compétences de votre folle jeunesse. Mais il faut quand même avoir un minimum pour avoir de l'argent, pour pouvoir sortir, comme je parlais, dans des groupes meet-up, créer des réseaux, se créer un réseau social et pouvoir développer justement les rencontres, les prospections, les perspectives par le bouche à oreille, par le relationnel. Et bien sûr, si vous avez un projet, à ce moment-là, vous allez créer une entreprise. Il faut aussi des fonds. Mais c'est pas que conneries monumentales que je vois, c'est la méconnaissance du pays dans lequel vous vous installez. J'aurais pas dû descendre ici, je suis en plein soleil. Je crois que je vais remonter d'un étage pour me mettre à l'ombre après. Donc méconnaissance du pays, il y a des gens qui ont de l'argent et qui disent voilà, je vais débarquer en Thaïlande et me faire un restaurant choucroute. Ou une pizzeria, ou que sais-je encore, enfin, les idées qu'on trouve toujours, les fameuses idées du siècle qui sont là pour se planter. Mais enfin, quelle que soit l'idée, quel que soit le projet, je rencontre quand même pas mal de gens qui débarquent en Thaïlande avec leur pognon. Et à ce moment-là, ils disent voilà, tu ne connaîtrais pas un cabinet d'avocats, une société pour monter ma société. Puis quand je parle un peu de leur projet, mais je dis mais attends, tu es sûr d'avoir des clients? Mais les gars, ils ne savent pas très bien. Oui, ils pensent. Parce qu'ils trouvent que leur idée est géniale. Mais leur idée est tout à fait inadaptée au pays. Il n'y a eu aucune étude de marché. Il n'y a aucune prospection. Et il y a des gars, tu leur parles. C'est la première fois qu'ils mettent les pieds en Thaïlande. C'est aberrant. Comment pouvez-vous projeter de vous installer dans un pays sans avoir prospecté un minimum? C'est ce que j'ai fait moi. Bon, c'est vrai que je vous parle, en 93, je suis parti à l'aventure dans la Caraïbe. Et puis en 2006, j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. Sans connaître la Thaïlande à la base. Mais je voulais partir de mon île. Une île, c'est sympa. Mais au bout de 13 ans, on sature un petit peu. Je vais revenir par la rue, les demoiselles vont finir par croire que je les suis. Donc, je dis je vais aller ailleurs. Un projet initial que j'avais, c'était pour le Costa Rica. Le Costa Rica, ça aurait été génial si je l'avais fait en 93. Là, en 2006, c'est commencé à être un peu tard. Les prix avaient fameusement grimpé. L'Afrique, n'en parlons pas. Un continent qui doit être magnifique. Ma question sécurité, instabilité, non, pas trop mon truc. L'Europe, hors de question. Vous savez, quand vous avez goûté aux plaisirs tropicaux, il est difficilement imaginable de pouvoir retourner vers la grisaille et le froid. Même dans des beaux pays, hein, Finlande, Norvège, Suède, Canada, oui, ce sont des pays qui doivent être très beaux, mais le froid, je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus. Donc, je me suis tourné vers l'Asie. Plusieurs pays émergent tout de suite. Bon, il y a les Philippines. Philippines, on parle d'îles, on parle de pirates, on parle d'insécurité. Le côté un peu supra-catholique, j'avais vu les reportages où des gars se font carrément crucifier au moment de la Pâques. Bon, donc ça c'est le genre d'extrémisme que je n'apprécie pas trop. Alors, Cambodge, Laos, Vietnam. Ah oui, là on dit, oui, c'est des pays où il y a des perspectives, mais il faut quand même tout regarder. Quand je vois par exemple au niveau du Vietnam, on est quand même assez limité au niveau des déplacements. C'est quand même assez strict, assez surveillé. Si vous êtes dans certaines régions, bon, à la rigueur, vous avez tout le confort nécessaire. Mais dès que vous partez de là, c'est fini. À condition que vous ayez même l'autorisation de sortir de là. Bon voilà, donc aller dans un pays pour être limité à une ville ou à une petite province, non merci. Et puis de fil en aiguille, en regardant un petit peu tout ce qui était dit, je me suis rendu compte que la Thaïlande, on pouvait se déplacer librement.
Il y avait un bon accès Internet, des très bons soins, des routes, une sécurité. Ouais, bon, il y a quand même pas mal de s'expatrier, oui, mais pas à tout prix, dans n'importe quelles conditions. Et vraiment, la Thaïlande rassemblait toutes les sécurités qu'on peut espérer lorsqu'on va s'exiler, s'expatrier, s'immigrer dans un pays étranger. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai pris un billet d'avion et je suis venu 2 mois. Là, c'est vrai que la première fois, je suis parti à l'aventure. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis très heureux de cette expérience. Mais je ne voulais pas recommencer et partir comme ça, sans avoir la certitude que ça correspondait aux rêves, aux aspirations. Parce que lire, imaginer, c'est une chose, mais le vivre, c'est tout à fait autre. Le vivre comme vacancier aussi. Il y a tellement de gens qui viennent en vacances. Ils disent oh, c'est le pays de mes rêves. Et puis après, ils s'installent. Hello. Être là pendant les vacances, c'est une chose. Bye bye. S'expatrier et y vivre pendant plusieurs années, voire y vivre définitivement, c'est vraiment une chose tout à fait différente. Il y en a beaucoup qui se mordent les doigts d'ailleurs, qui décident de tout plaquer et de s'installer après un séjour estival dans une cité balnéaire ou sur une île, et ensuite qui s'emmerdent comme des rats morts au bout de quelques mois et qui regrettent amèrement leur décision. Enfin, heureusement, la Thaïlande offre pas mal d'échappées, d'échappatoires. Si vous ne vous plaisez pas dans un endroit, vous pouvez facilement déménager et trouver d'autres sites. Là, c'est ce que je conseille aux gens qui s'expatrient. Ne vous bloquez pas directement sur une région. Prenez un pied-à-terre et puis vadrouillez dans le pays. Et puis un jour, vous trouverez votre coin de paradis et là, vous pourrez poser votre bagage définitivement, vos valises. Ah bon, c'est ce que j'ai fait. Premier voyage durant 2 mois avec plusieurs étapes. Il y avait Bangkok. J'ai fait une pointe jusqu'à Pattaya, je voulais voir. J'ai vu. J'ai été déçu, évidemment. Mais au moins, bon, j'ai pu voir. Sachant que, tout n'est pas à jeter non plus à Pattaya. Il y a des quartiers chauds. Il y a des connards. Des expatriés qui sont tout à fait cons. Et puis, il y a, en dehors de ces quartiers chauds, c'est vrai que Pattaya offre pour une certaine gamme d'expatriés les services, le confort. Voilà, c'est sympa ça. Ça peut même, comme on dit, être une destination familiale. D'ailleurs, c'est ce que les autorités essayent de faire depuis quelque temps. Et je pense que le Covid va les aider d'épurer un petit peu certains quartiers et de vraiment se cantonner sur Pattaya, ville de destination familiale, destination pour des séminaires d'entreprise, il y a des hôtels, il y a des parcours de golf, il y a du potentiel. Donc voilà, je disais donc j'ai fait Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Korat, Khon Kaen, Prachinburi. Voilà, ça ce sont les étapes que j'ai fait durant les 2 mois. Pour chaque étape, j'avais un expatrié à rencontrer. À l'époque, j'étais sur les réseaux sociaux. Courant 2006, 2005, 2006, je prenais des informations. Je me suis déjà fait des ennemis sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Enfin, c'était juste des forums, ça n'existait pas encore le concept des Facebook, Twitter et tous ces trucs-là. À l'époque, c'était vraiment les forums. Et là, je suis frité avec quelques personnes, c'était, comment il s'appelle, Francothaï. C'était un forum qui s'appelait Francothaï. J'ai poussé un coup de gueule sur un gars qui prétendait que toutes les femmes sont des putes dans l'âme. Bon, là, ça m'était resté en travers de la gorge. Bon, en fin de compte, toujours le même concept, comment il se permet, le petit gars qui n'a jamais mis les pieds en Thaïlande, comment il se permet d'intervenir sur un forum dédié à la Thaïlande. Je ne parlais pas de la Thaïlande, je parlais des femmes en général, du comportement. Enfin bon, ça n'a aucune importance. J'ai été viré du forum de toute façon. Comme de bien d'autres forums, je l'avoue. J'ai une plume assassine, j'ai des idées, parfois un peu arrêtées.
Mais bon, c'est ma façon d'être, j'exprime mes opinions, mes avis. Et à partir du moment où ces avis vont dans le sens opposé de l'intérêt de certains groupes dédiés, évidemment, on ne fait pas de vieux os. Donc j'ai rencontré des expatriés. Et puis le coup de cœur, premier coup de cœur, c'était Prachinburi. Là j'ai eu la chance de rencontrer un compatriote, il s'appelle Marc. C'est un ami, c'est devenu un ami, on est toujours en contact. Marc, si tu m'écoutes. Et puis là, il m'a fait découvrir déjà sa région, il m'a parlé un peu, j'ai vu ce que c'était l'expatriation, on était hors des grands centres touristiques. Et je dois dire que ce concept, cette vie, ça me plaisait assez bien. Donc je suis resté quelques jours chez lui, puis j'étais à Chiang Mai. J'étais rencontré Manu, c'était Manu, un ancien légionnaire, qui était aussi à l'époque très critiqué sur les réseaux sociaux. Une forte personnalité, mais un gars qui sait de quoi il parle. Il est peut-être ex-légionnaire, mais c'est une grosse tête. Hein. D'ailleurs, il a écrit plusieurs bouquins. Je verrai si je trouve les liens de ces bouquins sur la Thaïlande. Très intéressants sur les minorités ethniques, sur les questions qu'on se pose le plus souvent sur la Thaïlande. Enfin, là, il a fait des tas de bouquins très intéressants. Si je les trouve, là, je vous mets les liens en bas sous la vidéo dans la description. Si vous ne les voyez pas, cliquez sur plus. Vous voyez, dans la description, il y a juste 2-3 lignes et puis il est marqué plus. Vous cliquez sur plus, à ce moment-là, vous verrez toute la description. Parce que là, à la base, il y a juste un extrait. Enfin voilà, donc j'ai rencontré le Manu, personnage très controversé, mais une mine d'or. Personnalité qui peut déplaire effectivement, mais peu de gens lui disent en face. Le gars, il fait quasiment 2 mètres, plus de 100 kg de muscles, une condition physique incroyable. Bon voilà, des grands courageux comme on en trouve avec un profil anonyme sur internet, à raconter des saloperies, vous n'avez pas imaginé. À partir du moment où les gens ne sont pas capables d'avoir raison, ils vont vous descendre avec des conneries. Certains qui prétendaient par exemple que j'ai dû fuir la Belgique, que j'étais recherché. Voilà, j'étais recherché par les autorités, par la police belge. Alors ça fait 28 ans que je suis expatrié. Je me demande comment je fais pour renouveler mes passeports depuis 28 ans. Vraiment des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Enfin bref, il y en a même un qui prétendait que j'avais dû fuir la Guadeloupe à la nage avec les indigènes. Alors pour ceux qui laissent la Guadeloupe, ils vont faire des sauts en l'air. Avec les indigènes qui me suivaient avec leurs sabres et leurs saguets. Alors là, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Je lui ai même dit oui. Je me suis même enfui en partant à la nage à la pointe des châteaux. Ce que le gars a confirmé en fin de compte, comme quoi, tu vois, tu avoues. Ceux qui connaissent la Guadeloupe et la pointe des châteaux comprendront tout de suite l'ineptie de ses propos. Enfin bref, donc la merde qu'on trouve d'habitude sur les réseaux sociaux, d'où la difficulté de trouver des bonnes informations. C'est un des problèmes aussi de l'expatriation, c'est où trouver les bonnes informations. On trouve de tout et n'importe quoi. Vous faites l'expérience sur Facebook, vous allez dans différents groupes, vous posez une question et puis vous avez tous les haters qui débarquent. Laisse tomber, tu vas te faire dépouiller. Ils vont te prendre ton argent, ils prostituent leurs enfants. Enfin bref, la ritournelle habituelle. Donc voilà. Donc, première chose à faire, comme je dis, la première chose à faire, je vous ai expliqué tout le topo, avoir des qualifications, avoir du pognon, avoir les deux, c'est encore mieux. Avoir un projet qui est fiable, construit, avec une étude de marché, avec un business plan, avec... enfin voilà, il faut quand même... Si vous n'êtes pas foutu d'être chef d'entreprise dans votre pays, c'est pas parce que quand vous allez dans un autre pays que vous allez être meilleur. Si vous n'êtes pas doué pour un truc, n'espérez pas que l'expatriation va faire de vous un expert dans ce domaine. Donc, prospection, venez sur place, c'est un des premiers investissements. Bon, j'ai eu une petite coupure dans
dans la caméra, apparemment toutes les 30 minutes ça se coupe automatiquement. C'est bon à savoir, il faudra que je vérifie ça la prochaine fois. Je ne savais pas que je parlais depuis aussi longtemps, je suis désolé. Mais je pense qu'il y a des informations intéressantes, pertinentes pour ceux qui ont envie de sortir, de partir. Et puis, donc j'en étais, quand je vous parlais, c'est venir, premier investissement, c'est de venir sur place, voir si ça plaît. J'étais sur l'histoire de la Guadeloupe, des gens qui ont investi, qui avaient tout pour réussir, et qui au bout de 6 mois ont pris leur clic et leur claque, tout simplement parce que ils voulaient de la France, ils ne pouvaient pas se passer de la France. Pas que du pays, il y avait une histoire de gastronomie aussi, mais alors c'était leur famille, quoi, il n'y a rien à faire. Pourtant, regardez, la Guadeloupe, c'est 8 heures de vol par rapport à la France, c'est quand même pas un truc isolé, mais non, même Internet, Skype, coup de téléphone, c'était pas suffisant. Il y avait besoin de voir les potes, les amis, de revenir à leur sortie qu'ils faisaient avant, de retrouver la famille, les petits événements familiaux, les dimanches, voilà. Donc même si on est dans un pays idéal, même si on a toutes les conditions qui sont remplies, vous n'êtes pas certain que vous pourrez tenir le coup pour X raisons que ce soit. Donc pensez aussi période d'essai, pensez sortie de secours, au cas où vous ne vous plaisez pas, ou au cas où votre activité ne décolle pas comme vous l'espériez, il faut toujours avoir une sortie de secours. Maintenant, effectivement, au bout d'1 an, 2 ans, quand vous voyez que vous avez vraiment trouvé votre coin de paradis, votre idéal, et que ça correspond à vos attentes, voire même au-delà, vous avez toutes les raisons de couper peu à peu. Vous n'avez plus besoin de cette sortie de secours, surtout si ces sorties de secours vous coûtent de l'argent et vous empêchent d'évoluer dans votre nouvelle vie. Voilà, donc la prospection, un des conseils, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu prospecter pendant 2 mois. Et là, j'ai trouvé mon petit coin de paradis à Prachine-Buril, grâce à mon ami Marc. La beauté du parc Khao Yai, le plus ancien, le plus vaste, et sans doute un des plus beaux parcs nationaux de Thaïlande, à 2 heures de route de Bangkok. Donc, ouais, sympa. C'est là que j'ai appris à faire de la moto. Vraiment des routes qui sont bien foutues, adaptées pour faire de la moto. Je ne parle pas des grandes routes. N'oublions pas que 80% des victimes sont des 2 roues. Pas que les 2 roues roulent mal, mais les gars avec leur pick-up, ils roulent n'importe comment. Ils dépassent en côte, sans visibilité. Et puis s'il y a une voiture qui arrive en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur le côté. Sur le côté, sur la bande gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les motos. Alors évidemment, la voiture ou le pick-up évite l'accident, mais par contre, il n'évite pas le 2 roues qui lui vole dans le décor et se fait massacrer, quoi. Donc à la rigueur, je serais plus pour une moto puissante qui vous permet de gérer votre vitesse en fonction de la circulation, plutôt qu'une petite pétrolette qui vous astreint à rester sur la gauche et d'être tributaire des mauvais réflexes des chauffards. Je préfère me fondre dans la circulation en maîtrisant ma vitesse et mon véhicule que de rouler les doigts croisés en espérant qu'il n'y ait pas un connard qui se rabatte sur moi. Ah, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de répondant dans l'accélérateur au cas où. Avoir une moto puissante, c'est pas synonyme de foncer comme un malade. C'est avant tout avoir la certitude qu'on peut avoir l'accélération nécessaire en cas de besoin, qu'on ait une bonne stabilité au niveau du sol, parce que c'est vrai que les petites roues, vous avez des roues larges, vous avez un système de freinage ABS. C'est vrai que maintenant il y a des motos qui sont quand même assez sécures pour rouler. Mais bon, faites attention sur les 2 roues. Donc je vous disais, à Prachine-Buril, j'ai appris à rouler en moto, j'ai découvert cette liberté, ce sentiment de liberté qu'on a en moto. J'ai découvert ces espaces où, effectivement, parc, plan d'eau, il y a tant de choses à voir, à découvrir. On a l'impression d'être un privilégié. Dans une région où il y a très très peu d'expatriés, donc on en croise très rarement. On peut passer des jours et des jours sans en croiser un seul d'ailleurs. Ou alors quand on va dans un centre commercial, là vous allez en trouver.
en croisée. Des anglophones qui vont faire hi, hello, et des francophones qui, dans la plupart des cas, vont détourner la tête comme si vous n'avez pas vu pour éviter de vous dire bonjour. Encore mentalité et culture bien différentes. C'est vrai que ça a été une de mes déceptions. Quand je suis arrivé en Thaïlande, moi je voyais encore le concept de l'expatriation. Bon, c'était peut-être issu des films que j'avais vus où il y avait une solidarité entre expatriés. On s'entraide, on se serre les coudes. Bon, on n'espérait pas ça en Thaïlande. Vous allez rencontrer pas mal d'expatriés. Certains vont pouvoir devenir des amis, des copains, des bonnes relations. Mais les autres, méfiez-vous-en comme la peste. Il y a quelques ordures sur place. Tiens, j'ai encore fait des amis là. Bon, allez-y, mettez un dislike, hein, voilà. Je vous ai égratigné. J'adore de temps en temps faire ça. Un petit coup de griffe pendant mes vidéos. Bon, c'est bien aussi de mettre les gens en garde par rapport... on se fait tellement de fantasmes sur le pays. Alors le lézard, qu'est-ce que tu fais là? Tu montes ou tu descends? Allez. Oh, t'as même pas pris le temps de sourire, t'étais filmé. Donc voilà, je vais retourner gentiment vers la voiture. Il commence à faire chaud. J'ai encore fait une super vidéo super longue. En même temps, je vous ai fait faire une petite balade. Hein. J'ai plus qu'à rentrer et prendre une bonne douche. Hein. Alors voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur le pourquoi j'ai décidé de vivre en Thaïlande. Enfin oui, j'ai parlé un peu, c'est vrai, les conditions. Moi, pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait ma prospection de 2 mois, le sourire des gens, j'ai été aussi en zone touristique. Il y a vraiment une différence fondamentale entre... Moi, je vois le regard des Thaïlandais lorsque vous êtes en zone touristique et lorsque vous êtes hors zone touristique. C'est vraiment totalement différent. C'est incroyable. Le sourire... C'est vrai que je trouve les Thaïlandais dans les zones très touristiques sont plus froids, voire peuvent être même plus agressifs. Mais en même temps, ils sont le miroir du comportement de certains touristes. Il y en a des gens qui... Et là, je ne vise pas spécialement les expatriés, même si parmi les expatriés, il y en a qui ont vraiment des comportements odieux. Je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais en parler. Et il y a les touristes aussi qui sont à vomir, vraiment à vomir. Hein. Et les gars qui disent j'ai payé, j'ai tous les droits. J'ai l'impression qu'ils arrivent dans un pays sous-développé, qui traite les Thaïs comme de la merde. Sur le concept je paye, je paye. Quelle que soit l'origine, hein, je vise pas une nationalité, mais c'est vrai que il y a des gens qui sentent ouais, tu vas taper sur les Français. Non, non, quand je parle de comportement abject, ça peut être les Chinois, ça peut être les Russes. Et tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier de toute façon. Vous trouverez des Chinois qui sont adorables, vous trouvez des Russes qui sont respectueux. Donc, ouais, on ne va pas faire de généralité non plus. Mais c'est vrai que lorsque vous êtes dans une zone non touristique, je crois que c'était un de mes critères de choix à l'avenir, c'est de choisir des destinations où il n'y a pas trop d'expatriés. Des destinations qui me permettent une plus grande immersion. Alors c'est vrai, je ne suis pas resté à Prachimbury parce que entre-temps, j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse et la mère de mes 2 magnifiques enfants. Elle travaillait dans une société, elle était du côté de Rayong. Et puis j'ai décidé de m'installer dans la région de Rayong pour être avec elle. Pas trop capté, pas trop aimé. Moi, j'étais pas à Rayong, la ville même. Il y a des beaux endroits autour de Rayong. Il y a mon copain, mon ami Swanson. Pour ceux qui connaissent, si vous regardez la vidéo, copain Swanson, j'irai peut-être lui dire bonjour bientôt. J'aurais bien faire une vidéo avec lui. Le gars, il a plus de 30 ans de Thaïlande. Hein. Donc, ça peut être une personne intéressante à rencontrer. Je vous mets le lien, il a une guest house. Enfin, pas une guest house, il a... je ne sais pas comment appeler ça. Il a des bungalows, il a des locations familiales. Il a fait un espace qui est assez sympa, il commence des cours de cuisine. Il n'est pas loin de la plage, il offre des excursions, des découvertes. Puis le gars, il connaît.
Il connaît le pays, il connaît les pays environnants. 30 ans d'expérience. Donc voilà, je vous mets le lien swanson.com, je vous mets le lien de son site internet. S'il y a des gens qui veulent aller dans la région de Rayon, ça peut être aussi une bonne occasion, peut-être négocier avec lui dans le cadre d'une expatriation. Vous savez, quand je parle d'avoir un point de chute pendant 2 mois, 3 mois, pour prospecter tranquillement et avoir une personne qui vous donne des bonnes informations, ça peut être aussi une des solutions, ce genre de choses. Et que, le copain Manu qui était à Chiang Mai, dans sa guest house, il ne l'a plus maintenant. Maintenant, il s'est lancé avec succès, comme pour sa guest house, dans des safaris photos. Mais pour les passionnés, hein, c'est vraiment des safaris en pleine jungle, avec des gardes forestiers. Dernièrement, il a réussi à photographier un tigre, chose rarissime, voire exceptionnelle. Donc voilà, s'il a toujours je regarde s'il a toujours son activité. De toute façon, je vous dis, je mettrai le lien si je trouve pour ses bouquins. Et si je trouve également pour ses treks photos, je vous mettrai également le lien. Manu, que je salue au passage, je ne sais pas du tout s'il regarde mes vidéos, je pense qu'il y a bientôt de choses à faire. Mais enfin, si des gens le connaissent, vous lui remettez mes amitiés depuis les bords du Mékong. Et donc voilà, ça peut être un bon point de chute d'arriver quelque part, d'avoir une personne qui vous oriente, qui vous explique, qui peut un peu vous chapeauter, vous expliquer quel type de visa. Ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur quel visa choisir pour s'installer en Thaïlande. Parce qu'il y a un peu du tout et n'importe quoi. Je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'il va y avoir, je pense, peut-être des petites évolutions. On en parle pour l'instant. Qu'il y a des choses qui vont être changées au niveau des visas. Ne vous attendez pas à des modifications mirifiques parce que les gens, ça y est, il suffira de demander un visa pour y rester pendant 10 ans. Non, croyez pas ça. Ils vont peut-être faire des allègements. Par exemple, pour les visas actuels, si on pouvait éviter le pointage tous les 90 jours, là, ce serait vraiment un régal, un plaisir de ne plus avoir cette contrainte. Mais je pense que les améliorations qu'il va y avoir, ça va plutôt être pour stimuler les investisseurs. Donc une fois encore, c'est les gens qui auront des pépettes derrière eux qui vont pouvoir s'installer plus facilement ou qui auront certains avantages. On parle d'une possibilité d'avoir un accès au terrain, peut-être pour une durée limitée quand même, mais peut-être transformer le bail de 30 ans en bail de 50 ans, une fois 50 ans, une fois 40 ans. On parle aussi qu'à partir de 10 millions d'investissements, je pense qu'il parle en baht, j'espère, 10 millions d'investissements, à ce moment-là, il serait possible d'être propriétaire d'une certaine surface de terrain sur laquelle on peut construire sa maison. Maintenant, reste à voir. Il le faisait déjà pour les gens qui investissent 40 millions. Mais je pense que cet investissement ne doit pas être lié à la valeur du terrain et de votre maison. Ça doit être un investissement par rapport à la Thaïlande. Donc à voir aussi, parce que il y a aussi des gens, on parle beaucoup je vous ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus sur le Smart Visa qui serait accessible pour les digital nomades. Alors je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo ce qu'est le Smart Visa, parce que c'est vrai que pouvoir rester en Thaïlande jusqu'à 4 ans sans obligation d'avoir permis de travail, avec un visa qui serait automatiquement accessible pour l'épouse, qui lui permettrait également, elle, de travailler sans permis de travail. Donc voilà, il y a le visa, Smart Visa, c'est quelque chose de somptueux. C'est un rêve pour les expatriés. Mais à mon avis, il faut avoir des arguments derrière pour l'obtenir. Mais je vais développer ça dans une autre vidéo. Bon voilà, visa, donc avoir une personne ressource qui vous explique un petit peu tout ça sur place, qui vous expliquera, qui vous évitera certains pièges, certaines bêtises à ne pas faire, à ne pas commettre. Je vais reprendre un petit peu vers la route, vers le village. Ça va, vous avez assez vu le Mékong comme ça? Allez, on tourne à gauche. Il y a autant de soleil là-bas. Ça va être vraiment retour maintenant en voiture. Ensuite de la voiture, direction la maison. Je me dessape et je prends une douche. Parce que là, ça commence à schlinguer. En plein soleil, qu'est-ce que je fais pas pour vous quand même? Vous pouvez me dire merci. Hein. Merci pour ce grand sacrifice, Olivier.
sacrifies ta santé sur le chaud soleil de Thaïlande. Bon, comme d'hab, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous rêvez de vous expatrier en Thaïlande, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon blog. C'est vrai, c'est un système d'abonnement, mais on n'a rien sans rien, hein. J'y passe du temps. Vous avez déjà les vidéos qui sont gratuites ici et qui sont bourrées d'informations. Le blog vous en donnera des complémentaires et sans doute des choses plus pointues que mes improvisations face caméra. Et puis en même temps, ça vous permet de soutenir mon travail, ce qui est le bienvenu. Et puis en cas de besoin, comme ça vous aurez mon contact personnel dédié aux abonnés, avec la possibilité de me contacter par Skype ou par WhatsApp en vidéoconférence exclusive. Ah, ils ont installé un Thai massage maintenant ici. Foot massage, all massage. Ah, ça y est, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus ça. Il y avait des Thai massages dans le massage thaïlandais dans la rue. À l'entrée de la rue, il y en a. Il faut être costaud, hein, là. Vous savez, les dames, elles montent sur vous, elles ont une barre en hauteur. Vous êtes couché sur le ventre. Et puis elles montent sur votre dos. Elles se maintiennent à la barre. Et puis elles vous massent avec les pieds. Oh. Bon, je suppose que c'est efficace. Là, apparemment, maintenant, ils ont une boutique en plus. Il fait également du massage aux huiles. Ah, Thai massage, c'est pas pour moi. Là, à l'œil, je connais 2 dames qui sont excellentes. C'est vraiment du massage thérapeutique. Oh là, vous souffrez, hein. Le lendemain, vous souffrez. Le 2e jour, ça va beaucoup mieux. Le 3e jour, quand il y a des gens qui avaient des douleurs, ils traînaient des douleurs depuis des semaines et des mois. Et tout ça a disparu au bout du 2e ou 3e jour. Elle n'est jamais revenue. Elles ont vraiment de l'or dans les mains. Bon. Elles sont plus toutes jeunes, c'est leur métier. Elles font même des cours, des séminaires. Enfin, voilà, elles sont de très bonne réputation. Bon, si j'ai besoin d'un massage thérapeutique un jour, j'irai là-bas. Je prendrai un petit peu de morphine pour supporter la douleur avant. Voilà, en tout cas la rue est bien calme. Mais je pense que là, on est le 15, donc là les gens sont déjà rentrés. Il y a déjà beaucoup de gens, déjà ceux qui ne sont pas venus suite à l'épidémie. Il y a déjà ceux qui ne sont pas venus, qui ont préféré ne pas voyager avec cette nouvelle vague de Covid. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont aussi revenus plus tôt parce qu'il y a... Là, ils parlent de plus en plus qu'ils vont fermer certaines provinces. Il va y avoir des restrictions. Là, ils sont passés à combien? Hier, c'était à 1300, ouais, presque 1400 nouvelles contaminations. Donc c'est vraiment crescendo. On était à 300, 500, 700. Là, presque 1400. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour hier, on attend les chiffres aujourd'hui. Mais il est clair qu'il y a des mesures qui vont être prises pour endiguer. Alors, il y a des gens qui critiquent qu'il ne fallait pas faire le Songkran, ils l'ont déjà interdit l'année passée. Là, ils ont demandé aux gens d'être conscients, de limiter. Il y a 50% de gens en moins qui ont voyagé, d'après les chiffres donnés par les stations de bus. Donc il y a quand même des gens qui ont dit on reste, on ne bouge pas. Les gens qui se sont déplacés, ça a été beaucoup de rencontres familiales. Sans les fêtes, il n'y a pas eu de bataille d'eau cette année-ci. Mais c'était très calme, hein. Vraiment, même au niveau des temples, les gens sont vraiment restés en famille, mais enfin bon, c'est pas le fait de rester en famille qui va empêcher, si vous êtes contaminé, que vous débarquez de Bangkok, et vous allez voir votre famille qui est à l'œil, ça n'empêchera pas votre famille d'être contaminée, le fait que vous restiez confiné avec eux. Bon voilà, on va voir comment ça va se passer. Je pense que je ferai un article bientôt sur l'après-Songkran pour voir quelles sont les décisions qui ont été prises. Je pense qu'il y aura des mesures fortes et qui sont nécessaires, comme ils l'ont fait pour la première fois. Des mesures fortes pour endiguer le Covid
et surtout continuer sur leur lancée de développement du tourisme, de l'ouverture plus facile, donc réduire la quarantaine à 10 jours dans un premier temps, ensuite la réduire à 7 jours. Et puis il voudrait bien arriver à certaines régions qui seraient exemptes de quarantaine. Enfin, ça, ce sont des projets. Mais bon, le 10 jours et le 7 jours, c'est sur les bonnes voies. J'espère qu'avec la nouvelle vague, ça ne va pas être remis en cause. Il y a pas mal de choses qui se passent aussi à cause du Brésil. C'est vrai qu'ils ont essayé ici en Thaïlande. Ce que je crains un petit peu, c'est qu'ils ont vraiment tout fait pour empêcher le Covid, le variant anglais, de débarquer. Et malgré toutes les précautions, le variant anglais est là. Et ça, on ne peut rien y faire. Il y a un contrôle aux frontières, mais dès lors que vous passez hors des frontières, et ça continue, des illégaux que l'on aide à rentrer. Des gens qui fuient le Myanmar, des gens qui arrivent du Cambodge, du Laos, par les petits chemins de traverse. Et puis derrière, il y a des gens qui profitent de ce trafic, ça peut être 15 à 20 000 bahts pour avoir un passage. Il y a des gens qui viennent se réfugier en Thaïlande pour essayer de trouver du travail également, où ils seront exploités. Comme quoi tout n'est pas rose au pays du sourire. Donc voilà, il y a vraiment une chasse à faire par rapport à ça. Mais bon, ça n'a pas empêché le variant anglais de débarquer. Sans doute, ça provient sans doute du Laos, d'après ce qu'ils disent. La souche viendrait du Laos, donc des gens qui seraient passés, non du Cambodge, pardon, des gens qui seraient passés clandestinement depuis le Cambodge et qui auraient contaminé, et qui explique l'arrivée du variant anglais. Ce ne sont pas tous les cas actuels, et tous les cas actuels viennent de deux bars, de plusieurs bars à Bangkok, dont certains ne respectent pas du tout, certains qui avaient des passe-droits, et donc qui sont à l'origine de la grosse contamination qu'on a droit. Donc si les gens se disent on a tout fait contre le variant anglais et il est quand même passé, s'ils craignent pour le variant brésilien qui a l'air d'être redoutable, est-ce qu'on ne va pas arriver sur un renfermement plus strict des frontières, plus de contrôle, plus de confinement? Je ne sais pas. Croisons les doigts pour l'instant. On attend de voir la presse en crâne, voir jusqu'à où les chiffres vont grimper, ensuite voir les mesures qui sont prises, si les chiffres se stabilisent et ensuite commencent à descendre. Si pas, là les mesures vont encore être plus strictes. On risque de revenir au confinement qu'on a connu au début, avec pas de déplacement entre les provinces, couvre-feu et fermeture de certains commerces. Bon, on n'y est pas encore. Voilà. Je vous laisse ici. Je vais accélérer le pas, rentrer dans la voiture, mettre l'air conditionné et prendre une super douche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos impro. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos en 360 degrés. D'ici là, toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong et de la ville de Chiang Can. À bientôt, bye bye.